François Besse, avant de lui passer la parole, je tenais déjà à le remercier d'être venu. C'est une figure, j'allais dire, historique de l'Observatoire international des prisons, un travailleur infatigable, peut-être pas infatigable, mais en tout cas acharné de l'OIP, et notamment sur un thème qui lui est particulièrement cher, qui est la santé en prison, la santé dans les établissements pénitentiaires. Et je lui cède donc la parole pour ces développements sur le sujet. Bonjour, je vais partir de ce qu'on reçoit à l'OIP comme sollicitation des personnes détenues et de leurs proches, demande d'aide, bien souvent, concernant l'accès aux soins. On reçoit chaque année, on reçoit à peu près 5500, voire un peu plus maintenant, sollicitations de personnes détenues, donc c'est beaucoup, et à peu près 20% concernent les questions de santé, qui sont aussi des questions de santé, hors les questions qui touchent aux conditions matérielles de détention. Parce que là également, je crois que c'est le premier point d'ailleurs et le premier constat, c'est que la prison elle-même, elle est pathogène et elle crée aussi, elle met en danger la santé. Donc ça, on pourra y revenir un petit peu. Principe de fond, je pense qu'il est important de rappeler, c'est en 1994, il y a une réforme de la prise en charge sanitaire des personnes détenues et la prise en charge sanitaire a été confiée à l'hôpital public avec un grand principe fondamental qui a été rappelé dans la loi pénitentiaire de 2009 également, c'est que les personnes détenues ont droit à une qualité et une continuité de soins équivalent à ceux offerts à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est vraiment le principe sur le papier, on va dire, depuis maintenant plus de 20 ans. Dans la réalité, effectivement, le constat est malheureusement bien différent. Un autre point au niveau des textes qui est important, c'est... la structuration des soins en prison, globalement, pour le faire assez rapidement, c'est des consultations ambulatoires et des soins ambulatoires, c'est-à-dire une unité sanitaire qui est en place dans les établissements pénitentiaires. C'est un service de l'hôpital, des personnels hospitaliers détachés, et donc qui concerne la prise en charge, on va dire, courante, médecine générale, etc., et puis le suivi psy. Après, dès qu'il s'agit de consultation très spécialisée ou d'hospitalisation de courte durée, ça va se passer ou à l'hôpital de proximité, dont dépend l'unité sanitaire, ou dans des unités qu'on appelle unités hospitalières sécurisées interrégionales, c'est-à-dire au centre hospitalier de la région. Voilà. Et normalement, les textes prévoient qu'à partir du moment où il y a besoin de soins sur une durée un peu longue, ou alors quand le pronostic vital de la personne est engagé, ou s'il y a le constat que l'état de santé est incompatible avec la détention, les personnes devraient être dehors. Voilà, là c'est également sur le papier, dans la réalité, les choses sont bien différentes. Alors je vais revenir un petit peu sur les sollicitations qu'on reçoit, parce que c'est important. Alors vraiment le premier poste, c'est les questions de surpopulation, conditions matérielles de détention et surpopulation. À peu près la moitié des prisons françaises à l'heure actuelle sont vétustes, anciennes, vétustes. Donc là, il y a des gros problèmes au niveau de l'hygiène au quotidien. Et puis la seconde chose, effectivement, avec la surpopulation, c'est la promiscuité qui également met en danger les personnes. Quand une cellule est prévue pour une personne, qu'une personne arrive de l'extérieur et qu'elle est, par exemple, touchée par la tuberculose ou porteuse de la gale ou autre, si effectivement dans les cellules arrivant, vous avez 3 voire 4 personnes comme ça se passe, voilà, la santé des co-détenus est rapidement mise en danger. Ça revient très régulièrement. L'hygiène, c'est pas simplement le fait que dans bon nombre de prisons, encore à l'heure actuelle, on n'a droit qu'à 3 douches par semaine, mais c'est également tous les problèmes qui sont liés aux bâtiments eux-mêmes. On en reparlera puisqu'on est intervenu, enfin notre service juridique dans un premier temps, et puis après en lien avec des avocats, on est intervenu sur la question de la présence des parasites qui sont dans les locaux, donc punaises de lit, puces, rats, etc., qui là également met en danger la santé des personnes. À Fresnes, un établissement où on est intervenu, où il y a eu des actions qui ont été menées, 2 détenus ont été atteints par la leptospirose, qui est une maladie véhiculée par les rats, et c'est à ce moment-là effectivement qu'il y a eu un affolement un petit peu plus grand, mais la situation elle était parfaitement connue.
On vient de terminer un point sur la maison centrale de Poissy, où là également la présence de rats est présente. Donc, mise en danger des personnes. Le deuxième point qui revient régulièrement, c'est l'accès aux soins lui-même. Alors, les difficultés et les délais d'accès aux soins. Autant on peut dire que les arrivants, les personnes qui entrent en prison sont vues assez rapidement, on peut dire à peu près dans les 48 heures, un petit peu plus long quand les personnes sont arrivées le vendredi. Sinon, dès qu'il s'agit de demandes de consultation, alors médecine générale ou autre, mis à part les urgences, des délais vont parfois être très longs, enfin quand je dis parfois c'est plutôt souvent, être extrêmement long pour avoir accès à une consultation médicale, encore plus dans les constats qu'on a quand il s'agit de soins spécialisés. Les soins dentaires, ça peut être des semaines, voire des mois, voire pas du tout. On a eu récemment un témoignage de la compagne d'un détenu de Fleury-Mérogis qui a fini par s'arracher tout seul dans sa cellule, la dent qui lui faisait mal parce qu'il n'avait pas eu accès à une consultation dentaire. À Châteaudun, au centre de détention, il y a un problème effectivement sur le département, il y a assez peu d'ophtalmo. Mais il n'y a aucune consultation, il n'y avait aucune consultation ophtalmo. On a fait le point fin 2016 sur la situation d'un homme détenu. La liste d'attente des consultations ophtalmo, il y avait des gens qui étaient inscrits dessus depuis janvier 2014. Donc la personne qu'on suivait a malheureusement fini par perdre un œil. Donc là, je pense qu'il va y avoir une action menée également. Donc soins dentaires, les soins psy. Les soins psy, c'est vraiment là aussi, il y a une pénurie d'intervenants psychologues, psychiatres en détention. Il y a des établissements pénitentiaires dans lesquels il n'y a pas d'intervention de psychologue ou de psychiatre. Quand on connaît les besoins en matière de santé des personnes détenues, là également le constat est vraiment accablant. Une question qui revient de la part des personnes détenues, enfin un point qui revient très souvent, c'est la question de la permanence des soins la nuit et le week-end. C'est-à-dire qu'en journée, vous avez une unité sanitaire, vous avez un médecin, des infirmières qui sont présentes, donc bon, on peut alerter, on va dire, et s'il y a urgence, faire quelque chose, mais à partir de la fin de journée, c'est-à-dire en général 17h et jusqu'au lendemain matin, il n'y a pas de soignants présents, à part à Fleury-Mérogis où il y a un médecin de garde, mais sinon, et quelques établissements très gros, sinon il n'y a pas de soignants. Et là, le problème se pose, c'est que l'intervenant entre les soins, les services d'urgence et la personne malade, ça va être le surveillant. Les surveillants sont en petit nombre dans les établissements pénitentiaires. Eux-mêmes n'ont pas les clés, donc il faut déjà arriver à alerter. La plupart des prisons, je vous le disais, sont vétustes, donc il n'y a pas de système d'appel ou d'interphonie à l'intérieur, donc il faut crier, il faut trouver des moyens d'alerter. Le surveillant vient. Il évalue à travers la porte la gravité de la situation, éventuellement il contacte la hiérarchie, il y a un gradé normalement présent avec les clés, et puis là ils vont décider ou non d'ouvrir la porte, et décider ou non, selon le cas, de mettre en relation la personne avec le centre 15, donc qui est l'accès aux soins d'urgence tel qu'on connaît à l'extérieur. Là également, il y a beaucoup de cafouillage. On avait transmis au ministère de la Santé, parce qu'on avait reçu pas mal de courriers de détenus, le côté anxiogène d'une campagne qui avait été faite sur les médias, radio, télé, sur les risques d'AVC. Et c'est vrai que les détenus nous disaient que c'est extrêmement angoissant d'entendre à la radio très régulièrement ou à la télé voilà les signes avant-coureurs de l'AVC, il faut immédiatement contacter le centre 15 et immédiatement faire quelque chose. Et pour les personnes détenues, c'était un message qui revenait régulièrement, qui était extrêmement anxiogène, parce que pourvu qu'il m'arrive rien, et c'est ça qui revient dans les témoignages régulièrement, c'est là les portes sont fermées, la journée se termine, pourvu qu'il m'arrive rien avant demain matin, parce que je risque de mourir en détention. La question du handicap revient très régulièrement. Alors, du handicap, c'est-à-dire des personnes qui sont, on va dire, en situation de handicap, essentiellement moteur, pour ce qui est des personnes qui nous contactent, mais également toutes les questions du développement du handicap qui arrive pendant la détention avec les longues peines. Il y a effectivement un allongement des peines, donc des personnes qui vieillissent en détention, elles sont peut-être entrées en détention relativement en bonne santé, mais leur état de santé se dégrade pendant la détention. Et des questions, alors là, avec le vieillissement, on a vu arriver effectivement des pathologies dont on parle beaucoup à l'extérieur, les questions d'Alzheimer, de sénilité, etc., où là, la prison est totalement démunie pour intervenir. Il y avait eu une intervention du médecin-chef de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes il y a 1 an ou 2, qui expliquait qu'il y avait une douzaine de personnes détenues
qui étaient placés à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, qui étaient des gens dont personne ne voulait, et finalement les prisons s'en étaient débarrassées sur l'hôpital pénitentiaire, des gens à qui bien souvent le matin il fallait leur rappeler tous les jours, tous les matins qu'ils étaient en prison parce qu'ils ne comprenaient pas bien où ils étaient, et pour des personnes pour lesquelles effectivement aucune mesure d'aménagement de peine n'avait été prise ou n'était possible. Voilà, donc on demande aussi à la prison encore à l'heure actuelle de gérer des personnes dont elles ne savent que faire. Les extractions médicales, on appelle extraction médicale les transferts de personnes détenues vers l'hôpital où ils doivent avoir une consultation ou des soins. Là également, ça revient. Ce qui revient le plus, c'est le fait que les personnes détenues, beaucoup en arrivent à refuser de se faire soigner au regard des conditions dans lesquelles se déroulent les extractions médicales. Transport menotté, entravé, quasi systématique, et puis très régulièrement le maintien des menottes, des entraves pendant les consultations ou les soins, et la présence des personnels de l'escorte également dans les locaux de soins. Les témoignages les plus parlants qu'on peut avoir, ce sont des consultations en gynécologie, en proctologie, etc., avec donc le personnel de l'escorte qui reste présent dans la pièce. Donc des personnes détenues qui en arrivent à préférer refuser une consultation, un diagnostic ou un soin pour ne pas avoir à revivre une seconde fois ce type de situation. La continuité des soins à la sortie aussi revient régulièrement. Là, il y a une grosse angoisse, d'une part parce que la préparation à la sortie est encore relativement mal faite, on va dire, et bien souvent des personnes qui sortent sans que leurs droits sociaux soient mis à jour. Bon, normalement, ils sont tous immatriculés à la sécurité sociale, mais les papiers ne sont pas faits, c'est pas forcément en lien avec la caisse d'assurance maladie de l'endroit où ils vont être à leur sortie de prison. Et ça peut créer des ruptures de soins qui sont extrêmement problématiques également. Quand on pense à certains traitements, notamment, je pense au traitement du VIH, traitement des hépatites, et des prises en charge et des traitements qui concernent les addictions à l'alcool ou autres, sont des traitements qui sont coûteux et que la personne ne peut pas se payer, ou en tout cas ne peut pas avancer en attendant la régularisation de ses droits. Et là également, il y a des choses avec potentiellement, quand il s'agit des questions d'addiction, très souvent des risques, et voire même, c'est la réalité, de retour en détention, puisque la personne n'étant pas prise en charge, elle repart dans ce qui l'avait conduit initialement à la prison. Alors par rapport à tout ça, bon, le constat il est fait depuis des années. Je crois qu'il y a deux points qui sont importants. Il y a eu un moment un peu, je dirais pas béni parce que c'était toujours la prison, mais un moment où les choses ont été relativement intéressantes. C'est en 2001, on a eu un moment où il y avait un tout petit peu plus de places de prison que de personnes détenues. C'est-à-dire qu'il y avait eu... bon, et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les enquêtes qu'on menait sur les questions de santé et d'accès aux soins, les unités sanitaires, UXA à l'époque, nous disaient qu'enfin, ils commençaient à pouvoir envisager de mener des programmes d'éducation à la santé, des programmes de prévention, etc. Et pas simplement répondre à la demande et pallier l'urgence au coup par coup. Et c'est vrai que là... Voilà, et là, donc la question de la surpopulation, elle est un frein permanent au bon accès aux soins. C'est l'urgence essentiellement qui est gérée et tout le reste n'est pas fait. Sur la prévention du VIH, par exemple, il y a l'obligation de proposer systématiquement un dépistage à l'entrée, ce qui est fait, mais en fait le moment où la personne sort de garde à vue, qu'elle a toute sa situation à régler, ce n'est pas le moment propice pour, en général, accepter un dépistage du VIH, et ça n'est pas reproposé pendant le reste de la détention, alors que c'est ça qui devrait véritablement être fait. Bon, il y a le constat, et puis derrière, on a développé au sein de l'OIP un pôle juridique, alors avec dans un premier temps une personne, et puis avec des personnes en stage qui venaient aider, et puis c'est développé, mais ça je pense que vous pourrez en reparler, effectivement, c'est créé une association d'avocats, donc la 3D, et puis des avocats aussi individuellement, hein, de ci, de là, qui faisaient un certain nombre de choses. L'idée étant pas de simplement s'arrêter au constat, mais là également de développer toutes les actions, plaintes, recours, etc., qui peuvent être menées. Le constat à l'heure actuelle, c'est que si on arrive un petit peu à faire bouger les choses sur des situations individuelles, on est encore beaucoup, en tout cas dans les questions de santé, sur de l'indemnisation après, donc ce qui pose également des difficultés. On a obtenu dans un recours sur les conditions de détention qui a été fait en Martinique pour la prison de Ducos,
parmi les décisions, l'obligation d'embaucher un médecin supplémentaire, ce qui n'était pas inintéressant et qui est sûrement une piste également à creuser. Mais tout ça, ça reste, on va dire, individuel et local. Et ça nous amène également vraiment à nous interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire bouger les choses. Alors d'une part, je pense que la multiplication effectivement des recours et des actions en justice pourra quand même aider. Pour Fresnes, par exemple, la question de la présence des rails, etc., mais ça avait été sur d'autres domaines aussi, ça a permis en tout cas, ça devrait permettre d'améliorer les choses, mais il y a vraiment une réflexion à mener sur le type d'action à mener. On a engagé là un certain nombre de recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme sur... pour l'instant, 5 ou 6 établissements pénitentiaires, mais on va essayer de le développer. Et il faudrait que ça se développe. L'idée étant d'essayer d'obtenir un arrêt pilote de la Cour, comme il y en a eu en Italie ou d'autres, qui contraindrait l'État à modifier effectivement ses politiques pénales, et là peut-être espérer envisager un changement dans la situation en France. Il y a un point que je n'ai pas abordé, je le dis très vite, parce qu'on pourra éventuellement dans des questions et autres, c'est vraiment la faiblesse d'application des aménagements de peine pour raison médicale. Il y a des gens qui décèdent en prison alors que véritablement ils devraient être dehors, et il y a des soins qui ne sont pas faits parce que les personnes, par exemple, n'ont pas accès à la permission de sortir pour aller se faire soigner dehors, alors qu'il y a une pénurie de soins à l'intérieur. Et c'est un point véritablement important sur lequel il faudrait aussi vraiment réussir à avancer. Voilà.